on est dans une situation où l'on juge que tout est anticonstitutionnel et antidémocratique, alors même que le principe de la grogne vient d'un manque ou d'une carence de démocratie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Africactu numéro 36, toujours sur Global Africa Télé Sud et toujours avec l'incontournable compère Emmanuel Dufy. Bonjour Alfred, Bonjour, toujours un plaisir. Président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, avec maintenant un double regard sur l'Afrique, toujours. Alors Emmanuel... Pour la 36e fois. Oui, ça fait un moment, ça commence à dater, oui. On devient des anciens. Alors, bon, là, ça se passe à l'Est, ça se passe à Madagascar. Et en 3 semaines à peu près, on a assisté à la chute du régime, on va dire, ou du président Rajoelina. Et on devine un peu les causes, puisque c'est un pays très pauvre. Et puis, il y a eu d'abord des manifestations... mais bon, pour la pénurie d'eau, d'électricité, mais comment on peut d'une manière plus experte, expliquer cette mésaventure du régime Rajoelina? La question que vous posez, en fait, ramène à une question, à la rigueur, qu'on devrait plus simplifier. Est-ce qu'on anticipait une crise qui couvait depuis déjà de nombreuses années? L'île que nous évoquons, la Grande Île, est reconnue pour sa très grande fragilité. La Banque mondiale évoque 82% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Lors d'une précédente émission, j'avais moi-même fait un chiffre un petit peu plus, entre guillemets, moins grave, 75%, mais peu importe. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers de l'île, des habitants de cette île, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Avec en plus une famine plus caractérisée dans le sud de l'île, où 1 million de personnes sont soumises à une famine ou à une crise alimentaire aiguë, selon les chiffres du Programme alimentaire mondial. Alors, d'une certaine façon, Madagascar n'est pas différent d'autres pays où se coagulent un certain nombre d'aléas. La difficulté de l'accès à l'eau et à l'électricité, ou les coupures incessantes en termes d'électricité, ou la difficulté pour une bonne partie de la population d'accéder à ces biens évidemment vitaux pour la survie ou pour l'existence des populations. Mais là où il y a effectivement une agglomération, c'est que ça se déroule dans un contexte qui est fortement chrysogène, avec un président qui a été réélu il n'y a pas si longtemps que ça, avec une mobilisation très forte générationnelle. On va y revenir avec cette fameuse génération Z qui est au cœur du dispositif et de la manière dont les choses se sont déroulées au profit de la démocratie, au profit de l'expression de cette jeunesse conscientisée, et bien évidemment aux dépens d'un président qui a été réélu. D'ailleurs, peut-être faut-il ramener les choses à leur juste valeur, car le président Andry Rajoelina, comme vous le dites, ou Rajoelina ou Rajoeline, comme on le dit, est lui-même arrivé au pouvoir en 2009 avec cette même aspiration, cette même volonté de changer les choses, et cette même génération Z, les jeunes nés entre, en gros, 1990 et 2010. Donc on voit bien qu'il y a une forme de coup de balai citoyen, pourrait-on dire, avec le rôle de l'armée, on va y revenir, qui est venu corroborer l'idée selon laquelle l'armée, comme en 2009, et précisément déjà une partie de l'armée, ce fameux CAPSAT, dont on parle beaucoup, sous la direction, cette fois-ci, du colonel Michel Randrianirina, je l'ai bien dit. C'est toujours compliqué avec les... Et il faudra pourtant s'y habituer, parce que théoriquement, la haute cour constitutionnelle en fait par défaut le président par vacance de pouvoir, puisque le président Andry a fui le pays, ou aurait fui le pays, mais de plus en plus on peut l'affirmer, non plus au conditionnel, mais à l'affirmatif. Donc une sorte d'agglomération des crises, une exclusion sociale et sociétale, la non-émergence d'une classe moyenne, une polarisation, pour ne pas dire une kleptocratie autour donc des élites dirigeantes du pays, et en même temps
parce qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit, l'ingérence de puissances extérieures, non pas sur la révolution, enfin pardon, non pas sur le mouvement de la génération Z, mais précédemment, lors de l'élection présidentielle, où l'on sait que le président malgache a pu bénéficier d'un soutien de la part de pays qui ne sont pas forcément que les amis de la France. Et je ne passe évidemment pas sous silence un certain nombre de litiges qui nous opposent à la France, notamment exprimés à travers la visite du président Emmanuel Macron sur l'île il y a moins d'un an et la mise en place d'une commission mixte, un comité mixte paritaire pour essayer de trouver une issue au sort de nos îles éparses qui se situent dans le canal du Mozambique. Emmanuel, je me permets de dire, pour nos téléspectateurs, vous avez commis un petit lapsus qui nous oppose à la France, avez-vous dit, qui nous oppose à Madagascar. Pardon, qui nous oppose à Madagascar, oui, puisque ces îles, évidemment, sont revendiquées par Madagascar depuis l'indépendance accordée donc, par le général de Gaulle en 1960. Alors Emmanuel, justement, on a un peu de contentieux, enfin, en tant que France avec Madagascar. Madagascar a de nouveaux amis, on va dire, et quand le président déchu a besoin d'aide, il appelle la France, et nous, on se mêle de quoi? On fait l'exfiltration avec un avion français. Mais je ne comprends pas. De quoi on se mêle? C'est ça la question. C'est une bonne question à laquelle moi-même je n'ai pas forcément la réponse. Parce que Mais vous partagez la question? Je partage évidemment l'interrogation. Et j'ai été moi-même un peu étonné du fait que, même s'il y a des accords de défense qui nous lient à Madagascar depuis 1960, ils ont d'ailleurs été rénovés, rehaussés en 2017, mais il n'empêche que cela trahit surtout un non-dit, d'ailleurs qui était au cœur de la campagne, qui a vu le président Andry Rajoelina être réélu en décembre 2023, sa nationalité. Car le président Andry Rajoelina est certes malgache, mais lors de sa campagne, il avait réfuté l'idée qu'il puisse avoir une carte d'identité et une nationalité française. Or, c'est précisément parce qu'il avait cette nationalité française qu'il a exipé de cet accord d'exfiltration ou justifiant d'une certaine façon cet accord d'exfiltration. Pour les téléspectatrices et téléspectateurs, le Premier ministre qui était à l'époque Manuel Valls en 2014 avait accordé au président de transition à l'époque, 2009-2014, janvier 2014, mars 2009, janvier 2014, la nationalité française au président alors de transition qui était le président Rajoelina. C'est un genre un peu, pardon, mais on pourrait comparer un peu à M. Macron, parce que en 2009, quand il arrive au pouvoir sur un coup d'État, civil peut-être, mais appuyé par l'armée, déjà le fameux CAPSAT. Alors vous-même, vous avez commis un lapsus, vous voulez parler de M. Macron? Non, je fais exprès de le comparer à Macron. Ah bon? C'est un jeune gars, il a 34 ans. Ah, vous faites la comparaison. C'est ça. Et en fait, c'est une question peut-être un peu archaïque, j'en conviens, mais ces jeunes présidents, il leur manque un peu peut-être de densité humaine pour être... Déjà, le président Andry Rajoelina était un président de transition entre 2009 et 2014. On l'a évoqué. Il est revenu au pouvoir après une vacance de pouvoir, une carence de pouvoir, entre 2014 et 2019. Et donc, il exerçait le début d'un mandat, la continuation d'un mandat, mais qui avait commencé en 2019 et réélu en décembre 2023. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'une jeunesse. En tout cas, on peut parler du fait que le président Rajoelina n'a pas vraiment saisi la balle qu'il avait lui-même permis d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire de l'inclusion politique et sociétale de la société malgache, avec la volonté, évidemment, après une lourde transition, déjà un coup d'État militaire, ou en tout cas reconnu comme tel, de prendre en compte l'ensemble des acteurs de la société civile, ceux qui manifestent aujourd'hui, car ceux qui manifestent aujourd'hui sont ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Un peu, d'une certaine façon, avec ce qui s'est passé au Sénégal. Quand le président Macky Sall est arrivé avec une volonté de changement, et quand lui-même a été balayé par le PASTEF avec l'élection de mars 2024, avec des présidents qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, peut-être s'échappent un peu de la geste qui les a amenés, ou du moins les légitimités démocratiques, pour être allé à l'essentiel, de l'aspiration d'une jeunesse qui voit dans une alternance politique, puisque le président Rajoelina a remplacé le président Marc Ravalomanana, donc
donc, dans ce que lui appelait, a défini comme un coup d'État. D'ailleurs, je suis amusé à regarder la manière dont on qualifiait ce qui s'est passé en 2009 et la narration qu'utilise l'actuel président pour désigner le coup de force ou l'action des militaires. Et le président Marc Ravalomanana, déjà donc en 2009, en mars 2009, ce qui a amené au pouvoir le président Éric Rajoelina, parlait d'un coup d'État ou d'une prise de pouvoir jugée anticonstitutionnelle et antidémocratique. C'est étonnant parce que c'est mot pour mot les mots qu'utilise l'actuel président vis-à-vis donc de toute la panoplie d'actions qui ont été menées, la dissolution de l'Assemblée nationale, ou pardon, la destitution du président. Alors les chiffres sont, je crois, pour le coup, particulièrement intéressants à avoir à l'esprit. Sur 151 députés, 131 ont voté, 130 ont destitué le président, dont des membres de sa coalition parlementaire IRMAR. Ça veut dire que cette destitution est juridiquement juste et reconnue comme telle. Le problème, c'est que le président a ensuite dissous l'Assemblée nationale. Ensuite, les sénateurs ont autodissous le Sénat et en dissolvant, enfin, en remettant en cause, en suspendant la présidence du Sénat, assumée par un général qui était d'ailleurs très contesté par les manifestants. Donc, on est dans une situation où l'on juge que tout est anticonstitutionnel et antidémocratique, alors même que le principe de la grogne vient d'un manque ou d'une carence de démocratie. Cette fameuse génération Z qui réclamait quoi? Un accès plus équitable aux services publics, notamment de santé, une inclusion sociale qui fait que le taux de chômage, comparaison les paraisons, on va y revenir par rapport au Maroc, où il y a un hiatus entre la croissance générique du pays et une insuffisante inclusion nominale pour la population. Un taux de chômage fort, il est de 13%. Je ne vais pas m'aventurer sur le taux de chômage à Madagascar, mais je pense qu'il doit être supérieur. Et en même temps, il y a une sorte de différence, un gap, un hiatus, comme on pourrait le dire, qui est parfaitement inacceptable. Un inégal accès aux soins, un inégal accès à l'éducation, et puis bien sûr une jeunesse qui ne se sent pas suffisamment écoutée, incluse dans les processus décisionnels. Donc on voit bien qu'on est dans une crise institutionnelle, puisqu'il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de Sénat, oui, il n'y a plus d'Assemblée nationale. La haute cour constitutionnelle a constaté la vacance du pouvoir de facto, puisque le président n'est plus sur l'île. Vous l'avez mentionné avec cette exultation un peu rocambolesque par le truchement de la France, qu'il soit à La Réunion ou qu'il soit à Dubaï, importe finalement peu, il n'est plus au pays, juridiquement. Et donc, de facto, pour assurer la continuité des affaires publiques, ou la gestion des affaires courantes, c'est un terme qui est familier aux téléspectateurs français désormais, car nous l'avons expérimenté nous aussi. Il faut forcer de constater, d'ailleurs, pour faire du juridisme forcené, l'article 53 alinéa 1 précise que si le président n'est plus en capacité d'assurer le pouvoir, c'est le président du Sénat. Si le président du Sénat n'est plus en capacité d'assumer le pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale est dissoute, le président du Sénat n'est plus là et le président n'est plus là, la Haute Cour de justice a acté le fait que la Haute Cour constitutionnelle, a acté le fait que le colonel Michel Randrianirina donc était désormais non pas le chef d'État, mais en tout cas devait assurer l'intérim. La vraie question dans tout ça, c'est qu'il faut bien veiller à ce que ce coup de balai citoyen, qui n'est pas un coup d'État, il faut bien appeler les choses, ce n'est pas un coup d'État. Les militaires n'avaient pas prémédité l'idée de prendre le pouvoir. Ils se sont érigés en défenseurs du droit de la génération Z à manifester, en veillant à ce qu'ils ne soient pas accessoirement menacés. Je rappelle qu'il y a eu 22 morts, quand même, durant les 3 dernières semaines, que les forces armées s'engagent, et donc je redis ma crainte qu'il n'y ait pas de récupération de la part de l'armée, et que l'armée ne profite pas de ce coup de balai citoyen pour garder le pouvoir. Or, force est de constater que, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait clair par rapport à l'objectif assumé. Tout bouge très très vite, mais à l'heure où nous parlons, il se peut que quand cette émission soit diffusée, ce ne soit déjà plus d'actualité. On parle d'une vacance de pouvoir, ou en tout cas une occupation du pouvoir pour les 2 prochaines années, avec des élections
entre guillemets, promise à l'horizon 2027. Donc première menace ou écueil ou danger à éviter, la récupération. Deuxième menace et écueil, la désinformation et la mésinformation. Et là, on peut en venir à cette phrase ou à ce propos du président de la République, Emmanuel Macron, sur le tarmac de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, alors qu'il était invité comme une trentaine de chefs d'État et de gouvernement par le président Donald Trump pour constater la mise en place effective de son plan de paix pour Gaza, où il a évoqué la crainte qu'il y ait des ingérences extérieures. Mais quelle idée saugrenue! Il n'y a pas d'ingérence extérieure. Justement, précisément parce que le président actuel, celui qui a été déchu, était accusé lui-même de ne pas forcément être un ami de la France et d'avoir marqué, en tout cas, si on prend exemple de la tonalité d'un certain nombre de ses turiféraires et de ses partenaires et de ses alliés pendant la campagne qu'il a amené au pouvoir en décembre 2023, un discours résolument anti-français. Donc on a une sorte d'inversion des choses, comme quoi un militaire qui prendrait le pouvoir serait automatiquement anti-français, automatiquement manipulé par la Russie, automatiquement dans une logique de remise en cause de toute la coopération que nous avons eue avec le Madagascar. Je crois qu'il ne faut pas sombrer dans cette dichotomie et dans cette schizophrénie qui voudrait que tout coup d'État soit contre la France. Il se trouve que, malheureusement, si nous commettons des erreurs, et si l'excitation du président Herry, qui a été filmée, je n'allais pas dire hélas pour la France, mais il se trouve qu'elle a été filmée, qu'elle est donc circonstanciée, et que nous ne nous expliquons pas, là, il pourrait y avoir une sorte d'incompréhension de la part de la population qui aura l'impression qu'on a tout fait pour sauver le soldat Herry contre la population qui, vraisemblablement, quoi qu'elles en pensent, quoi qu'ils pensent de l'émiction des militaires dans la vie politique et sociétale, ne veulent plus du président. Ça, c'est une certitude. Ah bah oui, bien sûr. Alors, quand même, il y a une question d'intérêt plus large que seulement Madagascar. Cette génération Z qui est impatiente, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, enfin, on constate... C'est la fougue de la jeunesse. Elle est impatiente. Bon, il y a eu le Kenya aussi. Le Népal, aujourd'hui, qui a vu chuter le Premier ministre il y a quelques semaines. L'Indonésie, bien sûr. Mais le Kenya, on en a souvent fait référence ici. Les manifestations estudiantines de février dernier. Bon, le Maroc, c'est pas pareil. On y viendra tout à l'heure. Mais c'est comme si l'Afrique s'éloignait. Parce que finalement, on aboutit à des gouvernements de militaires. Donc finalement, c'est comme s'il y avait une tendance à l'éloignement de l'idéal démocratique quand même, puisque encore une transition de plus qui se met en place. Mais, bon, déjà, les militaires ne prennent pas forcément toujours le pouvoir quand il y a une vacance de pouvoir. La meilleure preuve en est, c'est le Népal, où ce sont des forces politiques, en l'occurrence un Premier ministre marxiste, qui a repris le pouvoir sans que les militaires, finalement, ne soit, rentré dans la danse. C'est vraiment une mobilisation très forte de la population. Cette génération Z que l'on évoque aujourd'hui, en Indonésie, en Malaisie, au Népal, au Kenya, il y a quelques mois, au Maroc, on va y revenir, d'une certaine façon, qui s'est exprimée encore il y a quelques semaines, en Serbie, ou qui, il y a quelques années, prenait un autre nom. Et c'est là où je veux en venir. Révolution colorée en 2004-2008, en Géorgie, en Ukraine, ou même déjà en Serbie en 2000. Printemps arabe en 2011. Syrie, Libye, Tunisie, Égypte, Yémen. Et déjà le Maroc, on va y revenir de nouveau. Ou les coups de balai citoyens africains. Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014 par la rue, qui voulait littéralement se débarrasser d'un pouvoir notablement kleptocrate. Ou le coup de balai citoyen que constitue l'arrivée au pouvoir du mouvement des Patriotes, le PASTEF, de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Cette mouvance, cette exigence prend des noms différents, mais de génération en génération, ou plutôt de décennie en décennie, c'est la même chose. Des pays qui, pour certains, ont une croissance remarquable, au sens littéral du terme. La croissance de la Tunisie avant la révolution du jasmin, c'était 6%, et pourtant un taux de chômage inacceptable de 25% pour les jeunes diplômés. Donc une sorte de hiatus entre une partie du pays qui s'insère dans les chaînes de production mondiale, notamment les côtes, l'industrie du tourisme, l'industrie des marchés, l'industrie de la tech, et puis un pays
qui, dans sa profondeur ou dans ses différences spatiales et sociales, et ne participe pas de manière inclusive à la richesse. Je crois que c'est un peu ce qui se passe à Madagascar, où une partie de la population n'a pas forcément bénéficié du petit boom touristique au nord-ouest du pays, autour de Nosy-Be, n'a pas su bénéficier de la manière dont le Madagascar a généré ou a négocié les accords de pêche, en vendant accessoirement un certain nombre d'accords de pêche, mais avec derrière des fonds dont elle a bénéficié. Et donc c'est, je crois, ce ras-le-bol qui peut expliquer aujourd'hui à Madagascar, peut-être demain au Maroc, ça va être l'objet de notre future discussion, avec un mouvement que l'on peut retrouver un peu partout en Afrique, dans lequel les militaires ne sont pas forcément toujours mus par les mêmes ambitions. Je fais une grande différence entre septembre 2021 en Guinée, août 2023 au Gabon, et désormais le 10 octobre, cette date doit être retenue, le 10 octobre 2025 à Madagascar, où les militaires, finalement, ne sont pas antidémocratiques. Ils sont les garants d'un système démocratique ou institutionnel que l'exécutif, pour le cas du Gabon et le cas du Guinée, n'était plus démocratique ou n'était plus légitime, puisqu'il dérogeait au principe même de la Constitution avec des mandats, entre guillemets, inconstitutionnels. Donc parfois, il y a un rôle de militaire garant des institutions qu'on feint de ne pas voir, en mettant en avant le fait que ce sont des militaires. Donc forcément, ils sont manipulés par des intérêts autres que ceux de l'ancienne puissance coloniale, quand on parle de pays... Il peut y avoir des militaires patriotes et citoyens. Il peut y avoir des militaires patriotes. Habituellement, ils sont doublement citoyens, puisqu'ils sont les garants de la cohésion nationale et de l'intégrité territoriale. Cher Emmanuel, je voudrais signaler à nos téléspectateurs que cette émission va durer 52 minutes. Vous aurez à me subir 52 minutes. Nous avons... enfin bref, notre invité a eu un empêchement. Donc on en profite avec Emmanuel pour parler avec plus de liberté, puisqu'on a plus de temps. Alors l'autre question, c'est la présidentielle en Côte d'Ivoire, Emmanuel. Bon, c'est un feuilleton aussi. Et l'élection aura lieu dans les prochains jours, le 25 octobre. Et racontez-nous un peu le dernier morceau du film, alors. Alors, c'est étonnant parce que, alors qu'il y a quelques mois, il y avait beaucoup de médiatisation sur cette élection, qui est une élection majeure. Premièrement parce que lui aussi, le président Alassane Ouattara, effectue un 4e mandat qu'il ne devrait pas faire. Se présente un 4e mandat. Il se présente à un 4e mandat, alors que théoriquement, la bienséance aurait voulu qu'il ne se présentât pas. Mais bon, c'est bien, désormais... Le subjonctif, très bien. Désormais, nous ne sommes plus dans cette configuration. Alors, ce que je retiens, c'est qu'étonnamment, on en parle peu. Alors peut-être est-ce que cette élection législative qui a débuté officiellement le 10 octobre et qui se termine le 23 octobre, un processus électoral finalement assez court, 13 jours, pour une élection qui aura lieu, comme vous l'avez dit, le 25 octobre, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs aient bien conscience qu'il y a 2 élections qui sont importantes pour la Côte d'Ivoire, la présidentielle du 25 octobre et les législatives du 27 décembre, qui vraisemblablement devraient conforter la capacité du RHDP, du président Alassane Ouattara, le parti présidentiel, le parti Witfétiste, dans la filiation du parti de Houphouët-Boigny, fondateur, premier président du pays, qui vraisemblablement devrait confirmer son élection. Alors, on en parle sans doute moins parce qu'il est arrivé dans un contexte où Madagascar a un peu happé l'attention, et puis surtout un autre processus électoral qui est complètement passé sous silence, et pourtant il est déterminant en termes d'alternance, ou plutôt de non-alternance, c'est l'élection présidentielle au Cameroun. C'est fascinant. Ça. Où le président Paul Biya se présentait pour un 7e mandat, où vraisemblablement il serait à l'aune d'une défaite cuisante. Et donc finalement, l'élection à Madagascar, l'élection en Côte d'Ivoire était un petit peu passée à la trappe à travers ce halo médiatique qui fait oublier un certain nombre de réalités pour se focaliser sur d'autres. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, que malheureusement, cette campagne n'est pas aussi rassérénée qu'on aurait pu le souhaiter, puisque Human Rights Watch l'a encore rappelé, quand des manifestants descendent dans la rue, ce n'est pas pour risquer leur vie, pour s'exprimer,
sur ce qu'ils estiment être des carences démocratiques, en l'occurrence l'exclusion de 2 candidats à l'élection présidentielle, Tidjane Thiam pour le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo pour le Parti des peuples d'Afrique, tiré Côte d'Ivoire, l'ex-parti socialiste l'ex-parti socialiste de Côte d'Ivoire, qui n'ont tous les deux pas eu l'autorisation de se présenter, l'un pour cause d'accusation de justice ou de problèmes juridiques, Laurent Gbagbo, et l'autre pour des questions de nationalité, là aussi, où on lui reprochait aussi d'avoir une double nationalité franco-ivoirienne. Bref, il y a eu un mort. Et il faut évidemment s'en désoler et rappeler que quand des manifestants manifestent dans un contexte électoral, ils ont le droit de le faire et qu'accessoirement, ça doit être fait en toute quiétude. Alors, quelle est la réalité? La réalité, c'est que vous avez donc 5 candidats, dont l'épouse de Laurent Gbagbo qui se présente, Alassane Ouattara, je l'ai dit, pour la RHDP, Jean-Louis Billon, un transfuge du PDCI, puisque le PDCI n'ayant pas valider sa candidature au profit de Tidjane Thiam, il se présente en indépendant. Aloua Don Melo, qui est un candidat assez singulier, c'est un candidat qu'on présente souvent comme étant proche de la Russie, parce qu'il a été le président du conseil exécutif des BRICS, ou du mouvement des BRICS. Et donc, avec une aspiration peut-être un peu plus néo-orientale ou anti-occidentale ou non occidentale, qu'il situe souvent, abusivement, dans un camp un petit peu plus proche de Moscou qui compte. Alors l'élection, pour l'instant, donnerait à une victoire caractérisée du sortant, mais encore une fois, avec cette épée de Damoclès démocratique, utilisons cette antinomie, avec quand même 2 candidats majeurs, dont un a été ancien président, dont l'autre est l'héritier du parti d'opposition traditionnel, qui se voient refuser le droit de participer à une élection présidentielle, qui manifestent leur volonté de se présenter, alors même que la campagne électorale a commencé, et alors qu'elle doit se terminer dans à peine 5 jours. Donc on est dans une situation, je crois, assez ubuesque, au cours duquel il ne devrait pas forcément y avoir une grosse participation, et pour lequel je crains que l'opposition manifeste sa volonté de ne pas participer à ce qu'elle présentera sans doute comme un ersatz de démocratie, dans le sens où l'opposition réelle n'a pas pu se présenter avec toute la capacité de s'opposer sur le fond au président Ouattara. Les défis sont importants. La Côte d'Ivoire est un élément structurant d'une organisation qu'elle avait contribué à créer en 1975, qui s'appelle la Communauté économique la Communauté des États, la Communauté économique de développement, je vais y arriver, des États de l'Afrique de l'Ouest, développement économique des États de l'Afrique de l'Ouest, alors que cette CEDEAO est en crise, avec 3 pays qui l'ont quittée, dont 2 frontaliers, le Mali et la Côte d'Ivoire, avec des menaces sous-jacentes, des instabilités dans ces 2 pays qui désormais touchent le nord-est du pays, et puis une Côte d'Ivoire qui sans doute n'a pas su, autant qu'elle aurait dû le faire, profiter de la montée des prix du cacao, dont elle est le 2e exportateur mondial, sans qu'il y ait eu une égale répartition des richesses liées à l'augmentation de 40% du prix de cacao durant l'année dernière, avec là aussi un enjeu majeur pour l'inclusion sociale et sociétale des Ivoiriens, avec des découvertes pétrolières au large de la Côte d'Ivoire, qui, comme au Sénégal, auraient ou devraient bénéficier à la population. Ben on l'espère en tout cas. Je crains, je le dis, mais je crains que je n'en sois pas convaincu. On verra. Emmanuel, est-ce que quand même, globalement, on peut dire que malgré les gros détails que vous avez évoqués dans l'empêchement de certains candidats, est-ce que sur le long terme, en tendance, on peut dire qu'il y a un progrès ivoirien vers l'exercice de la démocratie? Il y a un progrès qui s'exprime autrement que par les partis politiques. Peut-être est-ce là la chose la plus essentielle à retenir. Je pense que nous sommes, un peu mus par notre centralisme démocratique. L'idée selon laquelle la politique,
Oui, d'accord. On l'est sans doute de moins en moins en France, Bah oui. avec l'idée chevillée au corps que la politique s'exprime à travers l'élection à l'Assemblée nationale, à travers des grands élus que sont nos parlementaires et nos sénateurs, à travers des partis politiques qui structurent la vie politique. Et je crois qu'en Afrique, on a peut-être donné le mauvais exemple, car nos partenaires africains y ont cru. Et donc se sont impliqués à veiller à, d'une certaine façon, par similitude, créer des partis politiques forts, structurés, qui viennent exprimer des idéologies. Je ne dis pas que le RHDP et le PDCI soient très loin l'une de l'autre, mais enfin, il y a quand même des marqueurs par rapport au libéralisme, par rapport à la démocratie, par rapport au social-libéralisme, qui sont identifiés. De même qu'il est évident que le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, est beaucoup plus progressiste que ne l'est le parti ouefétiste. Donc je crois que c'est un très mauvais exemple que nous aussi nous donnons avec un spectacle où les partis politiques, les idéologies ne comptent plus. Elles ne sont plus fédératrices, elles ne sont plus agglomérantes. Et je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'en Afrique, in fine, malgré de bonnes nouvelles, comme vous le dites, un certain nombre de pays rentrent progressivement dans les voies du développement, quittent la catégorie des pays les moins avancés vers les pays en voie de développement, des PMA au PVD, s'orientent de plus en plus vers une prise en compte, et il faut s'en réjouir parce que l'horloge tourne à l'horizon 2030 des 17 objectifs du développement durable, l'éradication de l'extrême pauvreté, la chute de la mortalité infantile, la prise en compte de l'inclusion, de la justice environnementale, toute une série d'actions menées. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des dysfonctionnements pratiques dans la vie publique, mais les valeurs que vous venez d'évoquer sont de plus en plus... Ce que je veux dire de manière beaucoup plus simple, qui adhèrent, quoi. Beaucoup plus simple et de manière plus ramassée, c'est qu'il y a sans doute un hiatus qui existe entre l'aspiration de la population qui veut mettre en avant un certain nombre de valeurs qui, après tout, sont celles qu'elles voient défiler devant leurs écrans, sous leurs yeux à travers leurs ordinateurs ou leurs téléphones, et en même temps des partis politiques qui n'expriment pas la pleine capacité de les mettre en œuvre. Et donc le danger est grand, en Afrique comme en Europe, qu'il y ait une forme de populisme, où parfois des sachants et disants sont plus attractifs que ceux qui pourraient éventuellement faire changer les choses. Et je crois que ça, c'est un élément que le continent africain sur lequel le continent africain pourrait nous donner des leçons, une sorte de revalorisation de la politique en dehors des sphères traditionnelles de son expression, j'allais dire, partisane. Ça, peut-être, c'est peut-être ce qu'il faudra retenir à la fois de la génération Z, qui va impacter toutes les sociétés de toute façon. Plus aucun chef d'État et de gouvernement ne laissera tomber sa jeunesse, car il sait que c'est une bombe à retardement qui pourrait s'ériger contre elle. Surtout en Afrique. Et surtout quand il y a une co-gestion du caractère démocratique ou de l'exigence démocratique entre les jeunes et les forces armées et les forces de sécurité. Donc les chefs d'État et de gouvernement vont être très vigilants par rapport à cela. Peut-être est-ce que ça va donner des prébendes, peut-être est-ce que ça va donner lieu à une forme peut-être non crédible d'adhésion à un certain nombre de valeurs, mais il faudra en tenir compte. Et je crois que pour terminer mon propos et répondre plus directement à votre question, s'il fallait trouver un élément positif par rapport à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les élections à venir, l'élection présidentielle au Cameroun est consommée, il faudra attendre 2 semaines avant qu'il y ait des résultats. On espère qu'il y aura des résultats, qu'il y aura des élections présidentielles aussi inclusives possibles, aussi démocratiques possibles. Je le crains le contraire, malheureusement, en République centrafricaine. Bref, que finalement, ce ne sont pas à travers la personnification des chefs d'État et de gouvernement qui veulent se maintenir au pouvoir, Paul Biya, 92 ans pour un 7e mandat, ou des partis politiques qui existent depuis l'indépendance, le RHDP, le Rassemblement des socialistes pour le développement et le progrès, et l'émergence de nouvelles forces, de nouvelles polarités, peut-être de nouvelles personnalités. Et c'est assez étonnant de voir que ces mouvements, comme le mouvement Génération Z, ou même les printemps arabes, n'avaient pas de leader.
C'était la masse. C'est vrai. C'était une forme de densité démocratique qui s'exprimait. Et finalement, pour un responsable politique, c'est encore plus engageant de devoir répondre non pas à une personne ou une déliance d'une personne, mais à une déliance d'une masse de population. Je retiens pour ma gouverne l'expression densité démocratique. Je trouve ça très juste. Merci Emmanuel de nous instruire. Alors, on va faire un peu d'autosatisfaction, car à la précédente émission Afrique Actu, nous avions annoncé que l'élection du DG de l'UNESCO serait un succès pour l'Afrique. Elle serait africaine. On ne s'est pas trompé à 100%. Mais alors là, c'est un triomphe. C'est un triomphe, car l'Égyptien Khaled El Enani, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités. D'Égypte. Oui, d'Égypte. Tourisme et des Antiquités. A été élu avec 55 voix sur 57. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a fait ce succès, selon vous, Emmanuel? Son programme? Alors déjà, il y a un candidat qui rit et un autre qui pleure. Ah oui. Car l'autre candidat africain, Edouard Firmin Matoko, directeur Afrique de l'UNESCO, qui a fait toute sa carrière à l'UNESCO, n'a eu que 2 voix au sein du conseil exécutif, composé de 58 voix, plus celle de Mme Azoulay, donc 59. Donc vous évoquez le différentiel entre 55 d'un côté et 2 de l'autre. Alors, une voix congolaise, d'évidence. Tout le monde se perd en conjecture. Quelle est l'autre voix qui, finalement, a soutenu Edouard Firmin Matoko? En préparant cette émission, je me suis moi-même prêté au jeu d'aller regarder qui composait le conseil exécutif. Vraisemblablement, ce serait un pays africain. Est-ce que c'est le Gabon ou est-ce que c'est le Libéria? Mais en tout cas, c'est une cuisante défaite pour Edouard Firmin Matoko, qui a été reçu ici plusieurs fois à Global Africa et qui n'a pas démérité pour sa campagne. Alors, M. El Nani a fait une campagne, somme toute classique, traditionnelle, en engrangeant les soutiens institutionnels. La Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, évidemment l'Union africaine, en exhibant le fait qu'il n'est pas lui candidat, mais qu'on élu l'Égypte à la tête de l'UNESCO. Sauf que l'UNESCO n'a pas été créée pour cela. L'UNESCO, c'est le temple du savoir, de la culture, pour créer une aspiration à une éducation pour la paix. Est-ce que le cas de l'Égypte est exemplaire de ce point de vue? La question peut être posée. Premier élément. Deuxième élément, il faut aussi maintenant, désormais, partir du principe, et ce sera validé lors de l'assemblée plénière qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan, que l'UNESCO doit aller de l'avant. Et là, les enjeux sont quand même d'une importance considérable. Si l'on regarde un peu les chiffres de cette organisation qui, comme je le dis, est percluse des enjeux internationaux ou des rapports de puissance internationaux. L'UNESCO est donc une structure dont le budget, finalement, reste très modeste, 900 millions de dollars, quand le budget de l'ONU est de 4 milliards. L'objectif de l'UNESCO est de prévenir les conflits et donc d'investir en amont dans cette perspective. Or, que constate-t-on? Que les États-Unis, avec l'annonce qu'ils ont faite en juillet dernier et qui prendra effet le 31 décembre 2026 de quitter l'UNESCO, vont réduire de 8% le budget de l'UNESCO, puisqu'ils y contribuaient à hauteur de 8%, 900 millions donc 75 millions de dollars en moins des 900 millions que donnaient les États-Unis, qui pourraient certes être compensés par l'implication ou l'augmentation de nouveaux donneurs, le Japon, ils ont commencé à annoncer des licenciements quand même. La France. Alors, ils ont commencé à annoncer, ils ont préfiguré malheureusement une réduction de la voilure, si je puis m'exprimer ainsi. Mais si on prend l'UNESCO dans un système plus large du système multilatéral, parce que c'est ça dont il s'agit. Oui, bien sûr. Les États-Unis, en décidant de réduire leurs subventions, ont amené également à réfléchir à l'utilité même, pour un certain nombre de pays, de contribuer tout court au système multilatéral. Israël a quitté également l'UNESCO, parce que l'UNESCO avait été plus allante dans la reconnaissance de la Palestine, qui a un siège
et peut voter de manière officielle, pour sa politique. alors que ce n'est encore pas le cas à l'ONU, même si elle a un statut de membre observateur depuis 2012, et même si vraisemblablement, désormais, avec 156 pays sur 193, nonobstant le veto américain, et israélien bien sûr, le veto de 10 pays, on est quasiment presque à la reconnaissance de la Palestine. Alors moi, je veux peut-être plus appuyer sur la manière dont le vote à l'UNESCO témoigne finalement d'un désintérêt des grandes puissances, ou des puissances j'allais dire presque protectrices ou tutélaires de l'Organisation des Nations Unies, au profit d'États qui vont en bénéficier ou en profiter. Et ça, de ce point de vue, l'exemple d'école, c'est le désengagement américain et le réengagement chinois. Oui, alors... Et c'est vrai à l'UNESCO. C'est vrai aussi dans d'autres organisations. Prenez par exemple l'élection en 2019 de Qu Dongyu à la tête de la FAO. Premier coup de boutoir où les candidats européens, c'était une candidate française du reste, a été balayé au profit d'un investissement fort de la Chine. Si vous considérez que les États-Unis, en février dernier, le président Donald Trump a été très clair en disant que les États-Unis, qui contribuent à 26% du financement des opérations de maintien de la paix, à 22% du budget de l'ONU, ont décidé de réduire je vais vous donner le chiffre parce qu'il est quand même absolument considérable, de 820 millions de dollars leur contribution au fonctionnement de l'ONU, donc 820 millions de dollars sur un budget de l'ONU de 3,72 milliards, c'est-à-dire que les États-Unis, qui contribuent à 22% du budget de l'ONU, vont permettre à d'autres pays qui, eux, sont en croissance d'investissement. Alors, pour être précis, l'Allemagne, c'est 10% du budget de l'ONU, la Grande-Bretagne, 7%, et la Chine, 4%, et la France est quasiment au niveau de la Chine, mais ça veut dire que la Chine, elle, va investir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elle va remplacer progressivement les États-Unis sur un certain nombre d'actions. Je peux prendre les opérations de maintien de la paix, c'est assez aussi exemplaire. Le budget des opérations de maintien de la paix, c'est 5,4 milliards de dollars. Les États-Unis contribuent à raison de 1,3 milliard de dollars. Or, les États-Unis ont décidé de réduire de 25% leur contribution. Donc vous faites un calcul et vous voyez que l'ONU est non seulement en crise à New York comme à l'UNESCO, puisque le déficit de l'ONU et des agences onusiennes, c'est entre 16 et 17%. Ça veut dire qu'il y a un endettement même du système multilatéral. Donc vous voyez à quel point on dysfonctionne et on est dans une situation un peu critique. Alors, pour positiver quand même, pour revenir à l'UNESCO avec le mandat du nouveau directeur général, car désormais il y a un nouveau directeur général, et de nouveau il faut s'en féliciter, en mettant en avant ce que pourrait faire l'UNESCO d'utile dans la mission régalienne qui est la sienne depuis 1945. Je prends deux exemples. Ce qu'on appelle les industries culturelles et créatrices. On oublie que cela génère 1,1 trillion de dollars par an. On oublie que c'est 4,4% du PIB mondial. On oublie que le continent africain contribue d'une certaine façon, mais de manière, hélas, disproportionnée ou hétérogène à ces industries culturelles et créatrices et culturelles, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire, puisqu'elles ne représentent que 1%. Bon, eh bien c'est là, sans doute, qu'il faut mettre le curseur, que l'Afrique puisse être plus engagée dans la création ou dans la capacité donc, de penser ces industries créatrices et culturelles, le cinéma à travers Nollywood, la musique à travers l'afrobeat, ou même les jeux vidéo et les multimédias. D'ailleurs, c'était l'objet peut-être d'une transition avec le Maroc, puisque le gaming est un secteur d'activité particulièrement important. La France et le Maroc, d'ailleurs, ont signé un partenariat stratégique pour faire du Maroc un hub pour la création des jeux vidéo. Peut-être est-ce là un enjeu du futur secrétaire général. Le deuxième enjeu du futur secrétaire général de l'UNESCO, successeur d'Audrey Azoulay, sera de prendre en compte l'importance de l'enseignement, et notamment de l'enseignement scientifique et technologique, et notamment des mathématiques. Et il y a toute une campagne qui avait été menée
singulièrement par Édouard Firmin-Matoko, directeur Afrique de l'UNESCO, pour que l'UNESCO investisse dans le champ des programmes scientifiques, éducatifs, de la formation continue, comme de la formation initiale. Voilà des objets concrets qui pourraient redonner une seconde vie à l'UNESCO. Paradoxalement, ce n'est pas Édouard Firmin-Matoko qui le mettra en place, alors que c'est lui qui l'avait pensé durant les 2 précédentes mandatures d'Azoulay, mais le futur secrétaire général égyptien. Ce futur... Mais il faut se féliciter qu'il soit africain, on est d'accord. Mais en tout cas, il annonce qu'il veut coopérer avec le privé, notamment pour pallier la... Ah, vous avez raison, voilà que j'avais oublié tout ce pan du partenariat public-privé. Ouais. Si les États-Unis réduisent de 25% leur contribution générique, si les États-Unis ont menacé de quitter l'UNESCO, si un certain nombre de pays comme Israël le font, on compense avec les États. J'ai moi-même évoqué le Japon, la France qui augmente ses contributions, les Émirats arabes unis, les pays du Golfe, mais vous avez raison, le privé. Le secteur privé, qui est un puissant vecteur de mobilisation de fonds, particulièrement puissant dans le secteur de la santé. Les États-Unis ont décidé d'effacer leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé. On est à quelques dizaines de millions d'euros près, à près de 900 millions, 950 millions, compensés par une augmentation de la contribution des fondations privées américaines, notamment la fondation Bill et Melinda Gates. Donc il faut se réjouir de ce partenariat public-privé et de cet investissement privé au sein d'une organisation multilatérale. C'est ce que moi j'appelle la polymorphisation du multilatéralisme. Pendant très longtemps, on s'est dit que pour régénérer le système international, il fallait faire rentrer de nouveaux entrants, ceux qui avaient été exclus. Et je ne récuse pas l'idée qu'il faille plus d'Afrique, plus d'Amérique latine, plus d'Asie dans le système multinational, fortement marqué par le lieu et la temporalité qu'il a créée, c'est-à-dire nord-américaine, Charte de San Francisco, Organisation des Nations Unies à New York, dans un esprit de respect et de la prise en compte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, écrite par un juriste français, René Cassin, donc d'une forme très occidentale. Mais il y a là, avec la mobilisation de nouveaux acteurs, du secteur privé, du monde de l'éducation, du monde scientifique, du monde culturel, du monde religieux, du monde donc de la nouvelle économie, de la tech comme on dit, et notamment celle liée aux jeux vidéo ou au secteur donc, du numérique et du divertissement, sans oublier le caractère sportif, un moyen de régénérer, de renforcer, peut-être de donner une nouvelle vitalité au système multilatéral. On l'espère beaucoup. Avec vous, Emmanuel. Alors, la dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. En théorie, c'est 4 minutes. Déjà ? Oui, oh, mon Dieu. Ça va vite. Ça va très vite. Le Maroc, le 27 septembre, a éclaté un mouvement de manifestation sociale aussi. Je ne donne pas les détails, je vais vous laisser dire. Mais le 10 octobre, il y a eu un discours du roi qui a apparemment un peu apaisé les tensions, même si les manifs vont continuer. Et qu'est-ce qui se passe au Maroc, Emmanuel? Racontez-nous. Cette génération Z 212, qui n'est la même sociologiquement que la génération Z malgache. 212, c'est l'indicatif téléphonique du Maroc. Il faut juste le dire. Vous anticipez ce que j'allais vous dire, mais vous avez raison de le préciser. C'est pour bien préciser que ça a une dimension très nationalo-centrée. D'ailleurs, si vous regardez à Madagascar ou au Maroc, il n'y a aucune récusation du caractère national. Les drapeaux malgaches et les drapeaux marocains, il y a une forme de patriotisme de cette jeunesse, une volonté de s'exprimer en marocain ou de s'exprimer en malgache, dont témoigne cette aspiration à ne pas remettre en cause son appartenance à un cadre national, mais bien de remettre en cause un certain nombre de dysfonctionnements à l'intérieur de ce cadre national. Le discours du roi du 10 octobre, du roi du Maroc, Mohamed VI, est absolument déterminant. Premièrement parce qu'il vient rappeler que ce mouvement n'est que la succession d'un mouvement qui, on l'appelait le mouvement du 20 février 2011, avait déjà eu lieu précisément le 20 février 2011 avec une génération Z qui était aussi sortie dans la rue pour demander plus d'attention, plus d'inclusion. Le roi appelle ça la prise en compte d'une démocratie spatiale et sociale, avec cette idée de bien veiller à ce que le développement du Maroc ne soit pas hétérogène, à ne pas faire l'antinomie
entre les stades qui sont créés et les écoles dont le Maroc a besoin, avec l'idée qu'il ne faille pas avoir un Maroc à plusieurs vitesses. Je dis Maroc, je pourrais dire Madagascar ou d'autres pays, avec cette idée d'une volonté de cohésion nationale. Le discours du roi évoque et rappelle que le Maroc est une monarchie parlementaire et qu'il y a la longévité de 1300 ans de la monarchie, mais il y a aussi la responsabilité des élus politiques qui sont élus à travers les élections législatives. Et c'est ça où la génération Z nous amène. Est-ce que l'élection législative qui s'est déroulée en octobre 2021, qui a vu arriver au pouvoir Aziz Akhnouch, le président du RNI, le Rassemblement national des indépendants, avec une coalition faite de partis plutôt libéral-conservateurs, correspond encore aux attentes, aux attendus d'une jeunesse qui estime que le taux de chômage est trop fort, 12 à 13%, que les investissements qui ont été faits dans le développement du ferroviaire à grande vitesse, entre Tanger, Kénitra, Marrakech et désormais Casablanca et Agadir, avec la mise en place de ce gouvernement 2030, parce que c'est ça dont il s'agit, avec cette mobilisation. Je constate qu'il faut que j'aille vite. Alors, pour répondre à votre question, déjà, je me félicite que le roi ait dit qu'il faille tenir compte aussi d'une volonté de changement politique, de responsabilité politique. Derrière le discours du roi, il y a d'une certaine façon la consommation du gouvernement d'Aziz Akhnouch, qui vraisemblablement, à l'occasion des prochaines élections législatives, ne sera plus totalement en adéquation avec la population et avec le palais. C'est-à-dire un changement donc de portage politique, comme on l'avait eu avec le PJD, qui en 2017, puis en 2021, avait cédé le pouvoir donc à une autre forme politique. Tout le monde perçoit que l'Istiklal, parti centriste, composé plutôt de techniciens, comparaison n'est pas raison avec la situation en France, pourrait être une alternative à une alternance politique que peut-être les jeunes Marocains demandent et appellent de leur vœu. Deuxième élément, et je terminerai par celui-ci qui est mon avant-dernier propos, consistant à dire que le Maroc s'inscrit dans une volonté de répondre aux aspirations de sa population, mais de manière beaucoup plus large pour attirer des investissements pour que cette population puisse accéder à plus d'emplois, plus de bien-être social et donc puisse accéder à ce qui jusqu'à présent était le principal défi, en tout cas depuis 2005, une croissance de la consommation intérieure liée à l'émergence d'une classe moyenne, mais qui ne s'est pas révélée aussi prégnante dans le filet protecteur, c'est-à-dire la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'accès aux soins, bref, d'une sorte de santé, l'éducation, de priorisation pour la consommation et pas suffisamment d'investissement dans les services publics. Le roi et le discours du roi l'évoquent. La vraie question ou la vraie solution, c'est une prise en compte d'une volonté de changement politique, d'une alternance politique, et en même temps l'investissement la mobilisation dans les investissements publics. Donc là où on pourrait penser qu'il y a une forme d'attaque contre l'État, c'est précisément le contraire. L'État est la solution. Plus d'investissement et d'une certaine façon plus de solidarité, plus d'homogénéité, et non pas l'idée sur laquelle, comme ça a malheureusement été le cas en Tunisie et en Égypte, le développement d'une partie du pays se fait aux dépens de la périphérie et de la marge. Oui. Donc déjà le Maroc démontre sa capacité à développer ses territoires, puisqu'il y a eu l'oriental qui était pris en main depuis Mohamed VI, qui était déshérité. Puisque, bien sûr, le Rif. Il y a une volonté de désenclavement des régions marocaines. Et maintenant, les trois régions qui sont enclavées du Maroc. Les régions du Sud qui sont gâtées. Et les régions du Sud qui, elles, n'étaient pas enclavées, mais qui étaient malheureusement pas suffisamment engagées par l'action publique, puisque on lui récusait l'existence même de son appartenance au territoire marocain, ce qui est de moins en moins le cas. On terminera par là. Désormais, dans le monde, vous avez quasiment 130 pays, un peu plus de 130 pays, qui reconnaissent, même, je pense même qu'on a atteint les 142, qui reconnaissent la marocanité du Sahara. On s'en réjouit.
Moi, j'ose Absolument. le dire. Et je m'en réjouis aussi avec vous, mon cher Alfred. Bon, merci Emmanuel. Merci On Alfred. se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. Ben, cette fois-ci, on aura 26 minutes. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. À bientôt.